Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Altekeller Sarreguemines. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Polygone. Dans cette émission, on va s'intéresser à l'école autrement. Depuis quelques années, on assiste à une émergence de nouveaux systèmes pédagogiques, de nouvelles écoles, des écoles hors contrat qui n'appartiennent pas au circuit de l'éducation nationale. En France, 20 000 enfants sont scolarisés dans ces écoles. Alors pourquoi de plus en plus de parents font ce choix de l'école alternative? Quelles pédagogies y sont enseignées et valent-elles mieux que l'école traditionnelle? On va répondre à ces questions aujourd'hui avec mes invités. Monsieur Richard Lagagné, vous êtes le recteur de l'Académie Nancy-Metz. Bonjour. Bonjour. Mathieu Doroche-de-Sury, vous êtes professeur de lettres et d'histoire. Bonjour. C'est ça. Alexandre Bonatti, ancienne élève scolarisée à l'école L'Étoile du Matin. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Virginie Zimmer, donc vous êtes directrice de l'école Montessori Les Petites Brindilles, basée à Moyeuvre-Grande. Bonjour. Bonjour Margot. Et bienvenue à tous. Merci évidemment d'avoir accepté notre invitation. J'ai une première question parce que d'abord, pour parler de pédagogie, il faut d'abord essayer de définir qu'est-ce qu'une pédagogie, qu'est-ce qu'une bonne pédagogie pour vous? On va faire un petit tour de table. Chacun peut s'exprimer très rapidement. On va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais peut-être Monsieur Lagagné. Très volontiers. Peut-être avant de répondre directement à votre question, vous soulignez le nombre d'élèves inscrits dans les écoles dites alternatives, 20 000. C'est le chiffre que vous avez avancé à l'échelle nationale. Pour resituer les choses, à l'échelle de la région Grand Est, l'éducation nationale et également les écoles privées sous contrat accueillent 935 000 élèves. Donc ça montre le poids bien évidemment extrêmement important de notre système éducatif. Ce système éducatif, il est en permanence en adaptation. La notion d'école traditionnelle, pour moi, dans le système éducatif, ne signifie pas grand-chose. En réalité, des innovations et des adaptations, il y en a en permanence, tout simplement parce que notre public d'élèves évolue dans le temps et les appétences aussi évoluent dans le temps. La relation aux parents elle-même évolue parce que la société évolue. Et puis les défis que nous avons à porter, aujourd'hui on parle beaucoup de changement climatique, de transition écologique, de transition numérique. Et donc forcément, ces défis contemporains irriguent complètement notre système éducatif. Et donc forcément, dans l'éducation nationale, eh bien, nous apportons de l'innovation en permanence, nous nous adaptons en permanence. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons créé, il y a 20 ans déjà, des structures d'appui à l'innovation. Je pense en particulier à ce que nous appelons les CARDI, qui sont vraiment des structures à la fois d'accompagnement à la recherche et à l'innovation, qui permettent d'irriguer et d'impulser de la dynamique innovante au sein du système éducatif. Bien sûr, on va y revenir, je suis désolée de vous couper. On va donner un petit peu la parole, bien sûr, aux autres invités sur cette question. Donc, qu'est-ce qu'une bonne pédagogie pour vous? Alors, qui veut se lancer? Vous avez évoqué les écoles alternatives. Je pense que vous évoquez plutôt en fait les écoles hors contrat, parce qu'il faut savoir que du coup, parmi les écoles hors contrat, il y a plusieurs types de pédagogie. Entre l'enseignement catholique traditionnel, par exemple, et des pédagogies dites actives, type Montessori, voilà. Il y a quand même des différences aussi. Voilà. Donc nous, par exemple, vous dites école Montessori, les Petites Brindilles, on est école alternative, les Petites Brindilles, parce qu'en fait, on met en place des pédagogies dites actives, où on place l'élève au centre des apprentissages, où on essaye d'individualiser les apprentissages et de respecter le rythme de chacun en toute bienveillance. Voilà. Donc pour nous, c'est ça la pédagogie qui prime chez nous, en tout cas. On verra que c'est souvent le cas dans ces écoles alternatives, c'est que vraiment le développement de l'enfant est au cœur en fait, du sujet. Monsieur, peut-être que vous voulez vous exprimer sur qu'est-ce qui fait pour vous une bonne pédagogie? Finalement, ce sont exactement les mêmes propos. C'est-à-dire qu'une pédagogie qui est intéressante et qui est riche, c'est une pédagogie qui va placer l'élève au centre de son apprentissage et qui va lui permettre d'acquérir des compétences, de réussir et de s'épanouir. Donc au final, moi, en lycée professionnel, j'observe
des élèves qui acquièrent des compétences réussissent progressivement parce qu'on adopte une pédagogie qui est différenciée, ou de groupe, ou collective, mais qui a pour but finalement de les faire réussir in fine. Ouais. Alexandre, tu es assez d'accord avec cette définition-là ? En fait, j'aime bien être entre guillemets d'accord avec l'ensemble. Parce que pour moi, il n'y a pas de entre guillemets de bonne ou de mauvaise pédagogie. Pour moi, la pédagogie, c'est un ensemble. En fait, c'est avant tout s'adapter à comment est-ce que la personne va réagir à cette pédagogie. Et pour moi, la pédagogie, c'est un ensemble de méthodes, un ensemble de clés qui vont fonctionner à terme sur un individu A, un individu B, etc. Il n'y aura pas de manière unique, en fait. Il faut avant tout s'adapter à, entre guillemets, son auditoire. Comme par exemple, quand on fait un discours, il faut toujours savoir s'adapter. Alors on va voir dans cette émission qu'il y a différents chemins quand même de suivre le chemin de l'école. On va commencer par établir un état des lieux du système actuel. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut aussi lui reprocher? Alors voilà, c'est la grande question, je vous la pose. Qu'est-ce qu'on peut reprocher? Qu'est-ce qui pose problème pour beaucoup de gens dans le système actuel? Moi, je veux bien apporter quelques éléments de réponse. Forcément, d'abord, il y a un premier gros sujet que nous essayons de porter, mais collectivement, quelles que soient d'ailleurs, je crois, les modalités opératoires en termes d'accompagnement des élèves, c'est le sujet de l'égalité des chances. Aujourd'hui, en tout cas, l'école de la République est engagée à travers un certain nombre de dispositifs, et puis bien évidemment ça varie selon les territoires, parce que la question de l'égalité des chances, que l'on soit en quartier prioritaire de la ville ou en zone rurale, ça ne renvoie pas tout à fait aux mêmes problématiques. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel nous avons encore à progresser, et nous nous y employons au quotidien, et les équipes éducatives s'y emploient au quotidien. Donc ça, c'est un vrai premier sujet. Le deuxième sujet sur lequel nous travaillons, c'est faire en sorte que la démarche évaluative serve justement à s'engager davantage dans une démarche de différenciation au niveau des apprentissages. Ça rejoint le sujet qu'on a évoqué précédemment, et il faut aller sans doute encore plus loin en matière de différenciation dans le parcours des élèves. Et les démarches évaluatives que l'on est en train de mettre en place à l'échelle nationale et déclinées dans toutes les écoles du pays servent justement à accompagner ce besoin de différenciation, parce qu'il y a des fragilités pour certains élèves, alors que d'autres sont en capacité de réussir et de progresser plus rapidement. Donc ce travail-là, il est effectivement un travail essentiel pour bien accompagner les élèves dans leur apprentissage et dans leur épanouissement. Et donc, un des enjeux, c'est effectivement aussi de travailler à ce sujet-là. Et finalement, toute la complexité, lorsqu'on a à gérer, le recteur que je suis, un nombre extrêmement important d'écoles et d'établissements, eh bien, c'est d'être à l'écoute des territoires, d'être à l'écoute de toutes les différenciations qu'on peut avoir à l'échelle des territoires, et du coup, d'être en capacité à être à l'écoute des projets qui peuvent émerger des territoires portés par les équipes éducatives et les partenaires de notre système éducatif. C'est la raison pour laquelle on est en train de lancer finalement une nouvelle démarche plus horizontale à travers le dispositif Notre école, faisons-la ensemble. On redonne du pouvoir d'agir au plus près de ceux qui sont dans les écoles, donc aux professeurs, aux équipes éducatives, aux parents, aux collectivités territoriales, au monde associatif qui environne l'école, de manière à avoir des projets adaptés aux besoins des élèves. Et je crois que ça, c'est un sujet essentiel pour l'éducation nationale. Mais est-ce que ce ne serait pas du coup plutôt un problème structurel? Parce que moi je suis en disponibilité donc, de l'éducation nationale, j'ai enseigné dans plusieurs établissements, dans plusieurs endroits différents, avec des publics différents, en collège, en lycée. J'ai notamment été dans un collège avec des dispositifs ULIS, UPE2A, SECPA, donc qui essayent de prendre en compte cette diversité des élèves. Pour autant, ce qui est compliqué, c'est les moyens derrière en fait. Les moyens d'accueillir dans sa classe de
déjà 30 élèves de 4e, par exemple, qui ont déjà des profils très différents, des élèves qui parlent mal français, des élèves avec des handicaps. Et en fait, il y a beaucoup de bonne volonté de tous les acteurs de la communauté éducative, mais c'est compliqué quand on a, par exemple, 30 élèves, de pouvoir faire vraiment de la différenciation et d'apporter quelque chose à tous les élèves. Mais diminuer le nombre d'élèves par classe, ça nécessite des moyens, par exemple, ça nécessite des enseignants aussi. On fait face quand même le aussi... véritable problème du coup? Est-ce que c'est une question de budget ou est-ce que c'est une question de formation? Je vais quand même répondre à la remarque qui est formulée. Oui. L'école de la République accueille tout le monde et ne sélectionne personne. C'est quand même important de le dire. Mais est-ce que c'est pas ça le problème justement? Et l'école de la République est gratuite. Donc effectivement, il y a un effort collectif et national qui est donné à travers l'impôt et la redistribution ensuite en termes de moyens d'accompagnement. Mais c'est quand même important de le dire que l'école de la République est gratuite et accueille tous les profils d'élèves, et y compris, effectivement, vous évoquez les Ulysse et les UPE2A, des élèves qui sont en plus grande fragilité que d'autres. Tout comme nous accueillons des élèves en nombre en situation de handicap, et nous faisons tous les efforts qu'il faut. Alors peut-être que des moyens il en manque. Il faut rappeler quand même. Par exemple, sont insuffisantes. Il faut rappeler que depuis 5 ans, des moyens considérables ont été apportés dans le premier degré, de manière à pouvoir faire du dédoublement de classe, de manière à faire en sorte de limiter le nombre d'élèves par classe, de façon à s'assurer qu'il y ait une bonne acquisition des savoirs fondamentaux. C'est primordial, donc il y a forcément un sujet moyen. Mais au-delà du sujet moyen, il y a un enjeu également extrêmement important. D'abord, d'introduire de l'innovation, on va sans doute en reparler, et d'accompagner tous nos personnels, et tout particulièrement nos professeurs, dans le cadre de la formation tout au long de la vie, parce qu'encore une fois, notre système doit s'adapter en permanence au regard de profils d'élèves extrêmement diversifiés. Parce qu'accueillir tout le monde, oui, mais pouvoir les accompagner, c'est mieux. Dans les meilleures conditions qui soient, tout à fait. Alors, ce que je vais vous proposer, on est allé poser la question à quelques passants, voilà, de savoir ce qu'ils pensent du système actuel. Et je vous propose qu'on écoute en fait leurs réponses et puis ensuite qu'on réagisse. Que pensez-vous du système éducatif actuel? Pas grand-chose. Il faudrait que les enfants recommencent à calculer comme nous, on a calculé il y a 50 ans ou 80 ans. J'ai 80 ans, 50 ans. Mais il faudrait qu'on commence à calculer mentalement, comme nous, on a fait de l'école, le calcul mental tous les matins. Mais pas avec le téléphone ou machine à calculer. Il n'est pas au top. Il n'est pas au top. Beaucoup de difficultés au niveau des gamins. Je trouve qu'il n'y a pas assez de suivi pour les personnes en difficulté. Sinon, bon, après niveau maternel, pour l'instant, ça va, donc je ne sais pas. Plus haut, je ne pourrais pas dire encore. Assez satisfaite quand même. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le privé. Donc plutôt satisfaite du système actuel classique? Je le trouve un peu mou. C'est pas ce que j'ai appris moi, c'est plus la même époque. Mais je trouve que ça n'avance pas bien, quoi. On s'occupe un peu moins des enfants. C'est pas si un enfant est doué, c'est vrai, on s'occupe de lui, mais je crois qu'on a tendance à ne pas s'occuper vraiment des enfants. Et puis l'éducation française, je dis bien française, ça a beaucoup changé. Alors, bon, il y a beaucoup d'idées qui découlent des réponses qu'on vient d'entendre, difficultés scolaires, baisse de niveau qui a été évoquée aussi. D'ailleurs, j'aimerais revenir là-dessus, sur cette baisse de niveau. Il y a des chiffres qui existent. Comment on explique que les élèves d'aujourd'hui soient, entre guillemets, moins bons que ceux d'il y a 20-30 ans? Alors, si je peux apporter un petit correctif quand même sur la baisse de niveau, il se trouve qu'il y a 2 jours, il y a un bilan national qui a été donné dans le cadre de la grande campagne annuelle de tests d'évaluation pour les niveaux charnières, CP, CE1 et 6e. Le constat qui est fait, compte tenu de l'investissement dans le premier degré depuis 5 ans, compte tenu de la politique sur le dédoublement des classes ou la limitation du nombre d'élèves, compte tenu du travail de formation continue des personnels, on a travaillé en constellation au regard justement des besoins observés via les tests d'évaluation. Le constat qui est fait sur le premier degré,
ce qui n'est pas le cas encore au collège, c'est une progression à la hausse des résultats, que ce soit en mathématiques ou en français. Donc ça remonte. Donc, sur le premier degré, les premiers efforts qui ont été faits depuis ces dernières années sont en train de porter leurs fruits. Sur le collège, on a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire, et c'est là où on rejoint le sujet qu'on évoquait tout à l'heure sur la différenciation, et tout particulièrement en 6e, qui est également un niveau absolument charnière, où il faut davantage travailler par petits groupes de niveau, de manière à faire progresser effectivement et porter des attentions singulières aux élèves, en mathématiques par exemple. Donc ce sont des choses sur lesquelles nous allons travailler en 6e tout particulièrement, mais le niveau collège est un niveau sur lequel il y a très clairement des efforts à faire. Par rapport au lycée, peut-être que M. Deroche-de-Sury peut s'exprimer. Quel est votre ressenti à vous? Est-ce que les élèves... Alors, travailler avec un grand groupe d'élèves, c'est tout à fait faisable. C'est simplement une autre réflexion à avoir sur l'enseignement qu'on doit finalement réaliser. Travailler avec 30 élèves, c'est réalisable, mais ça signifie qu'on doit réfléchir différemment à la manière au résultat qu'on souhaite aboutir. Travailler avec des groupes, avec 5 groupes de 6 élèves, c'est tout à fait faisable. Mais ça signifie que les tâches qui vont être données doivent être différentes. Ça veut dire que dans la salle, il y aura du bruit. Ça veut aussi dire que finalement, on va choisir de faire réfléchir les élèves par eux-mêmes. Ce sont des pédagogies qui sont autres. Au lycée, oui, on a des élèves qui peuvent être en difficulté. Mais lorsqu'on essaie de les faire travailler en groupe ou en îlot, on s'aperçoit que les plus forts vont donner un coup de main naturellement à ceux qui sont plus en difficulté. Est-ce que c'est toujours le cas? Il peut y avoir des limites. Est-ce que la volonté existe et est-ce qu'elle est là? Oui. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que lorsqu'on voit les innovations qui sont réalisées dans des établissements dans le secteur, on se rend compte que finalement, elles réussissent à chaque fois. Monsieur le recteur évoquait la Cardiff juste avant. Les projets qui sont menés vont vraiment mettre en avant des élèves. L'UP2A, donc au lycée Blaise Pascal à Forbach, a réalisé un audio guide avec des élèves primo-arrivants. Et ça, c'est une réussite. C'est une réussite concrète, avec des élèves qui sont en véritable difficulté dans l'apprentissage du français. À Beach, on accueille aussi des élèves qui sont nouvellement primo-arrivants, et on les intègre progressivement à nos cours. J'aimerais qu'on parle d'un petit peu de toi, Alexandre Bonatti. Tu es là en tant qu'ancienne élève de l'école L'Étoile du Matin, qui est une école assez unique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'elle a de particulier? Et surtout, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as vécu 2 fois la transition entre cette école et une école classique. C'est ça. Alors... Je peux expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que l'école. Qu'est-ce que c'est que cette école, voilà, comment on y a, qu'est-ce qui est enseigné là-bas en fait? Ok. Alors en fait, l'Étoile du Matin, c'est une école catholique, donc qui met l'accent sur une triple éducation. En fait, l'éducation de l'âme, de l'esprit et du corps. En fait, la particularité de cette école, c'est que les élèves sont avant tout pensionnaires. Donc il y a 3 à 4 fois plus de pensionnaires que d'externes. Donc c'est des élèves qui doivent vivre dans l'établissement, donc qui n'ont pas de contact avec leur famille régulièrement, mis à part le téléphone ou les lettres, parce qu'on écrit encore des lettres. Ça nous fait travailler l'écriture à la main, comme pour les cours par exemple. On n'a pas d'accès aux ordinateurs ni à Internet par exemple. C'est un peu l'école à l'ancienne en fait. C'est exactement l'école à l'ancienne, telle que nos grands-parents ont pu la connaître, ou telle qu'on a pu la connaître dans La Guerre des boutons, par exemple. C'est pour ça que j'avais beaucoup aimé ce film, parce que ça me rappelait l'Étoile. Donc en fait, ce fonctionnement, en fait, c'est un fonctionnement d'éducation d'équilibre. C'est-à-dire, je vais vous donner l'exemple, je ne sais pas si vous voyez le logo Mercedes. C'est un cercle avec une triple branche. Et en fait, ce logo, il représente l'équilibre parfait. Donc si vous le posez sur un point, vous avez le logo, il reste debout. Et en fait, les 3 branches symbolisent donc l'éducation de l'âme, de l'esprit et du corps, parce que ou alors l'éducation de l'esprit, si vous voulez. En fait, vous avez tout ce qui est
l'éducation de la morale, l'éducation intellectuelle et l'éducation du corps. En fait, c'est les 3 piliers principaux de l'être humain, c'est comme ça que nous, on voit la chose. Et dans la vie, tout est toujours question d'équilibre. En fait, quand vous avez un plus quelque part, vous avez un moins quelque part, etc., etc. Et donc, le but de cette école, c'est vraiment de former les futurs citoyens de demain en apposant une équilibre la plus parfaite possible, même si la perfection n'existe nulle part. Le but, c'est vraiment de créer de l'équilibre afin d'avoir des citoyens futurs équilibrés, en fait. Et comment tu as vécu? Donc, tu as fait une première transition à l'école primaire, Oui. Où tu es arrivé à cette école-là en CM2, et puis ensuite, arrivé au lycée, tu es reparti dans un lycée classique. Oui, comment tu as vécu ces transitions? Alors, la première était très difficile, on va dire, moralement parlant, et la deuxième transition était très difficile intellectuellement parlant. Je ne suis pas en train de dénigrer l'éducation nationale, mais c'est vrai que... Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? En fait, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé en primaire, donc en CM2 à l'Étoile du Matin, j'ai eu la chance, en fait, c'est un ami de mes parents qui était professeur. En fait, il s'est avéré être le mari de ma marraine, donc je le connaissais depuis tout petit, donc la transition était plus simple. Au niveau éducationnel, c'était assez simple parce que c'est vrai que j'ai encore connu, entre guillemets, enfin je dis entre guillemets parce que je n'ai que 23 ans, donc j'ai connu l'ancienne, j'ai connu le primaire tel qu'il était il y a 10 ans. Et donc c'était très très proche de ce qu'on enseignait à l'Étoile du Matin en primaire. L'accès religieux en plus, bien sûr. Et quand je suis passé de la seconde, parce que j'ai quitté l'Étoile en seconde, et que je suis arrivé en première au lycée Jean de Pange, du coup, la transition a été un petit peu compliquée, parce que du coup, j'arrivais sur l'année du bac de français, et c'était très compliqué, parce que je ne me sentais pas vraiment à ma place, en fait. Il y avait énormément de choses qui me manquaient, en fait. J'avais pas l'habitude, du coup, de rester que quelques heures à l'école, et pas vraiment d'accompagnement intellectuel, parce qu'à l'Étoile, en fait, on avait les profs qui étaient sur place. Donc, comme on avait 4 heures d'études par jour, en plus de nos 6 et 7 heures de cours, on avait en fait un accompagnement avec les professeurs qui surveillaient nos temps d'études et on pouvait leur poser des questions. Là, une fois qu'on arrivait à la maison, on était... Un peu plus livré à toi-même. On était exactement lâché. Voilà, un peu plus de pression aussi par rapport aux beaucoup résultats, plus de pression, ouais. Beaucoup plus de pression. Et ce qui m'a fait très très peur, en fait, c'est du coup cette année de bac de français. C'est que je ne saurais pas comment l'expliquer, c'était une crainte parce qu'en fait j'avais l'impression d'être, je ne vais pas dire d'être supérieur parce que ce n'était pas le cas, mais tout ce qu'on nous fait... à un autre rythme. C'est ça, en fait, tout ce qu'on nous faisait travailler pour le bac de français, je l'avais déjà vu en 4e, donc alors je ne me sentais pas dégradé, mais je me sentais, enfin pas insulté non plus, mais je me sentais à part, en fait, je me sentais un petit peu comme un alien qui n'avait pas sa place ici. Ça, c'est le problème, voilà. De passer d'une école à une autre. C'est la chose que je pourrais reprocher à certains enseignements alternatifs, c'est de ne pas préparer la transition à d'éventuels élèves qui seraient obligés de suivre un autre cursus dans un autre établissement. Mais puisqu'à un moment, il y a forcément une transition. Alors, ce qu'il faut justement souligner, c'est que même si on est école hors contrat, on a quand même été validé par l'éducation nationale, on est inspecté par les services de l'éducation nationale et on se doit de respecter les programmes d'éducation nationale, c'est-à-dire le socle commun de connaissances et de compétences doit être acquis par les élèves qui passent par nos écoles. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'ils vont tous l'acquérir, tout comme dans le public, mais on doit donner aux élèves les moyens d'acquérir ce socle commun pour que lorsque les élèves quittent l'enseignement hors contrat, ils puissent retourner dans le cursus public, en fait, sans difficulté. Alors nous, l'intérêt, c'est que ce socle et tous les programmes d'éducation nationale sont maintenant créés pour le cycle. Donc en fait, c'est un cycle de 3 ans. L'éducation nationale est restée année par année, donc on est obligé de découper ce cycle en 3 à chaque fois, alors que nous, on peut se permettre, en ayant des classes multi-âges, de respecter un peu plus le rythme de l'enfant et de l'accompagner sur les 3 années. Donc ce qui n'est pas vu, par exemple, la première année peut être vu la deuxième et inversement, ce qui n'est pas le cas dans l'éducation nationale. Mais pour autant, à la fin du cycle, nos élèves doivent avoir acquis la même chose qu'à l'éducation nationale et pouvoir réintégrer une école publique si besoin ou envie, en fait.
Donc ça, c'est important pour qu'ils aient tous une base commune. On vit quand même en société, même si on propose quelque chose de différent et qu'on a une autre vision de l'éducation et de l'enseignement. Il faut quand même que nos élèves puissent aussi vivre dans la société, être intégrés et qu'ils aient quand même une base commune qui est importante. Alors une base commune, mais qui n'est pas en fait enseignée de la même manière. C'est juste ça. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, la question du contrôle que vous évoquez est extrêmement importante. Parce qu'on sait très bien, alors il y a plein d'écoles hors contrat qui fonctionnent bien et on le voit à travers les opérations de contrôle, ça fait partie des missions régaliennes qui nous sont confiées. Il y a aussi parfois quelques écoles dites alternatives qui s'engagent sur des dérives sectaires. Donc il faut être en capacité forcément à détecter des écoles problématiques de manière à engager des procédures de fermeture. Parce que, ou alors d'autres où les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes. Exactement. Et donc on a ce devoir bien évidemment de contrôler. Mais comme on fait des opérations de contrôle, y compris d'inspection dans les établissements publics, c'est pas spécifique aux écoles hors contrat, de manière à protéger tout simplement les droits de l'enfance. L'enjeu, il est là. Nous, notre mission, c'est de protéger l'enfant, quelles que soient les structures d'accueil, d'où les opérations de contrôle qui viennent d'être évoquées. En tout cas, c'est vrai qu'il y a énormément de progrès qui sont faits pour justement rendre le système qui soit le meilleur possible pour l'enfant. Mais il y a encore des parents qui sont pas satisfaits, qui décident de se retirer de ce système classique et qui vont du coup scolariser leurs enfants dans des écoles comme la vôtre, Virginie Zimmer, qui est une école alors on parlait de Montessori, mais c'est une école alternative, donc c'est un peu une inspiration de plein de méthodes différentes, j'imagine. Mais on va parler de votre école, par exemple. Qu'est-ce qu'elle a de différent d'une école classique ? Oui, je peux vous expliquer un petit peu quels sont les profils des parents qui viennent chez nous, par exemple, en fait. Oui. Donc nous, on est une jeune école, on a ouvert l'année dernière, c'est notre deuxième rentrée, et on peut diviser ça un peu en deux profils. On a les parents qui veulent vraiment autre chose pour leurs enfants, qui sont dans une démarche, par exemple, de bienveillance éducative depuis la naissance de leurs enfants, et qui souhaitent vraiment que l'école suive le rythme de leur enfant, quel qu'il soit, qu'on puisse développer ses compétences. Voilà. Et on a aussi d'autres parents qui, eux, sont un petit peu désespérés, entre guillemets, de ce qu'on peut leur offrir à l'éducation nationale, parce que ce sont des enfants qui ont des besoins spécifiques, des troubles des apprentissages, et qui sont parfois en difficulté. Voilà. Ou des hauts potentiels, par exemple. Alors, aussi. Hauts potentiels, mais ça peut être multidis, troubles de l'attention, des choses comme ça, et qui ne trouvent pas toujours de réponse, malheureusement, malgré la bonne volonté des enseignants. Oui, pour le moment, peut-être pas partout. Voilà, parce que ça peut être difficile, mais c'est difficile pour nous aussi de gérer des enfants comme ça, parce qu'il faut trouver le rythme adéquat. Il y a des enfants qui ont des troubles qui relèvent parfois du handicap, et c'est pas évident, et je parle aussi en tant que membre encore pour l'instant de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'il faut être formé aussi pour s'occuper d'enfants qui ont parfois des troubles d'apprentissage lourds, donc c'est pas évident. Voilà. Donc nous, ce qu'on peut leur apporter en fait, c'est des classes à effectifs réduits. Donc on a une douzaine d'enfants, maximum par classe. Ce sont des classes multi-âges, donc on en parlait tout à l'heure aussi avec les élèves qui peuvent s'entraider. On a des élèves plus âgés qui peuvent aider les plus jeunes. On sait que savoir reformuler, c'est aussi gage d'une bonne acquisition des connaissances. Donc on peut leur offrir un accompagnement plus individualisé. Avec un nombre plus réduit. Donc ça nous permet, nous, de différencier plus aisément que quand on a un grand nombre d'enfants. Alors après, ça ne s'arrête pas à ça, évidemment. Il y a tout ce qui est matériel Montessori. Souvent, on résume la pédagogie Montessori à du matériel, alors que non, en fait, c'est toute une philosophie. Voilà, on place l'élève au centre des apprentissages. Je ne suis pas là à faire cours à mes élèves en frontal, en fait. C'est beaucoup eux qui recherchent. On fait des projets. On en parlait avec mon collègue tout à l'heure. La pédagogie de projet, ça se fait dans d'autres structures aussi. Et ça, ce serait nationale. Bien sûr. J'allais dire, ce serait possible, ça. Donc il y a plein de choses qui sont c'est pas que c'est possible, c'est que c'est déjà fait en réalité. Si on reste sur l'école inclusive, vous évoquiez les situations des élèves en situation de handicap. Je tiens juste à rappeler qu'en 5 ans, on a créé 120 000 emplois.
120 000 emplois, c'est pas rien, pour accompagner les élèves en situation de handicap. On a créé un certain nombre d'unités spécialisées sur l'autisme, par exemple. J'en ai visité tout récemment dans l'académie, qui sont des unités, alors parfois hors l'école, parfois dans l'école. On travaille étroitement avec les instituts médico-éducatifs, et y compris au sein même des unités scolaires, de manière à faciliter les liaisons pour des élèves qui ont de grandes difficultés. Donc ce travail d'adaptation permanente que vous évoquez, on le retrouve, sauf qu'on le gère effectivement en volumétrie importante. Je rappelle 935 000 élèves à l'échelle de la région Grand Est, et donc ça suppose effectivement une force d'action extrêmement puissante, d'où les recrutements que nous avons opérés et les modalités d'organisation et d'accompagnement sur les questions de formation, parce que c'est essentiel. Mais ce qu'elle disait, Madame Zimmer, et qui est très intéressant, c'est pas tant l'accueil ou l'accompagnement, c'est plutôt la méthode de faire. C'est-à-dire, on a cette idée de actif-passif. Donc c'est l'enfant qui est acteur de son propre apprentissage, et c'est plus cette méthode bourrage de crâne où c'est l'adulte qui apprend. C'est ça. Alors mais ça ne marche plus comme ça dans l'éducation nationale. Ça marche plus comme ça. Alors moi j'étais à l'école il y a 10-15 ans. Pas toujours. Ça dépend toujours de l'enseignant. Il y a autant de pédagogie que d'enseignants, je crois, en France. Et alors, ce que dit Monsieur le Recteur, c'est vrai en fait. Dans l'éducation nationale, il y a plein de bonnes initiatives. Il y a plein d'enseignants qui font des choses formidables. Il y a des chefs d'établissement qui sont très dynamiques. Ça bouge. Le problème, c'est que c'est un paquebot. Et c'est long, en fait, de faire bouger un paquebot. Et en fait, quand on est parent, nos enfants, ils vont à l'école pendant 15-20 ans. Et en fait, c'est maintenant qu'il faut que ça bouge quand on est parent. On a envie que ça bouge tout de suite. Et l'éducation nationale, ça bouge, mais sur du plus long terme, en fait. C'est la raison pour laquelle on a lancé le dispositif Notre école, faisons-le ensemble, de manière à ce que ça bouge maintenant. Et de manière à redonner du pouvoir d'agir à nos professeurs, à nos directeurs d'école, à nos chefs d'établissement, enfin à tous les collectifs en proximité, de manière précisément à proposer des projets éducatifs réellement adaptés aux besoins des élèves. C'est vrai que quand on voit l'ampleur du système éducatif, on s'y attend à ce que ça prenne du temps au final. Et puis, il ne faut pas oublier que je crois que c'est le premier budget de l'État, l'éducation. Oui, tout à fait. Donc, on y prête quand même beaucoup attention. C'est juste que forcément, ça prend du temps de bouger des choses qui existent depuis la nuit des temps. Mais je suis pas bon. Juste, en termes d'exemples de projets où chaque élève a finalement un tuteur, moi je l'ai fait avec mes terminales. C'est-à-dire que mes terminales ont fait des séances avec des élèves de 3e. Et finalement, chaque élève de 3e avait un élève de terminale tuteur. Et ça ne coûte rien. Ça demande une organisation, ça demande de la flexibilité et ça demande un soutien de la part des directions des établissements. Ce que les établissements font. On sort d'une période qui a été compliquée avec la pandémie. Certains établissements font et certains collègues font. Ça aussi, c'est vrai. Mais globalement, ça existe. Et c'est ça qui est bien. Entre sur un investissement des collègues qui décident de s'investir dans une nouvelle réflexion, ma collègue en allemand travaille par les jeux. Elle est partie voir à l'étranger comment ça se passait, parce qu'on organise des mobilités pour les personnels, mais aussi pour les élèves. Et finalement, c'est revenir avec quelque chose de nouveau. Désormais, elle enseigne par les jeux en langue entre la 3e et la terminale, dans la plupart de ses séances. Et finalement, c'est ça la flexibilité de notre système. C'est-à-dire qu'on est capable d'innover aussi au quotidien. On vous laisse faire, en tout cas, on vous laisse le faire. Mais il faut encore que ça parte d'une démarche personnelle. Malheureusement, tous les professeurs n'ont pas envie de le faire. Et ça soulève une question qui est aussi l'intérêt pour la profession, qui, à mon sens, a bien baissé. Je veux dire, moi, j'ai des petites sœurs qui sont scolarisées et elles me disent, le prof, on dirait qu'il n'a pas envie d'être là, il est blasé. Est-ce que ça, c'est un vrai problème aussi ? Comment on peut redonner l'envie de la profession ? C'est un métier qui attire moins qu'avant et qui est moins valorisé. C'est-à-dire qu'il y a une 50aine d'années, il y avait l'instituteur, le maire, le notaire. Voilà. Maintenant, le professeur, à part en période de confinement où on loue les mérites de l'enseignant qui est capable de supporter sa progéniture, on est souvent très mal vu et je crois qu'il y a un gros travail de fond à faire sur l'image de l'enseignant. Oui, là je rejoins pleinement. Il y a un lien de confiance, mais de façon globale, entre les écoles et les familles qui s'est distendu et qu'il y a nécessité à reconstruire.
les concertations qu'on lance en ce moment, ça sert aussi à ça, à recréer du lien et à redonner du sens au projet éducatif de manière à ce qu'il soit complètement partagé à la fois par celles et ceux qui font l'école au sein de l'école, mais également les parents qui doivent aussi s'inscrire dans une démarche de coéducation et qui ne sont pas en dehors de l'école, qui sont partenaires de l'école. Et ce lien-là, effectivement, il s'est distendu et ça renvoie ensuite à des questions d'image sur la profession, alors que c'est un magnifique métier parce que c'est un métier qui accompagne le développement de l'enfant, qui conduit l'enfant vers plus d'autonomie et en réalité une émancipation, qui accompagne l'enfant aussi vers des choix professionnels par rapport aux enjeux de l'orientation. Donc c'est un métier absolument essentiel dans la vie de la nation et il y a ce lien de confiance qui doit être travaillé. Il paraît que quand on ouvre une école, on ferme une prison. Oui, alors ça c'est du slogan. Hein, mais, Bon, c'est... Non, mais ça va dans le sens de ce que vous disiez, que c'est important d'accompagner les enfants, en fait. Plus leur éducation va être de qualité, mieux ils vont s'en sortir dans la vie, forcément. Oui, c'est l'école qui, veut dire, on y reste combien de temps ? On y reste 15 ans à l'école. C'est une énorme partie de notre vie et ça va. Plus. Et on en parlait tout à l'heure avant l'émission avec toi, Alexandre, le fait que les professeurs ont un impact mais énorme sur l'enfant. Toi, tu as choisi ton cursus post-bac en fonction d'une professeure qui t'a donné l'envie. Non, c'est pas exactement ça. J'ai mal compris. Non, en fait, ma profession n'a pas été choisie grâce à un professeur, mais ça s'emboîte un petit peu. C'est-à-dire que moi, je suis passionné d'histoire, et cette passion, en fait, au début, je détestais l'histoire. Et quand j'étais à l'école du matin, j'ai connu un professeur qui était absolument humainement incroyable. C'était un homme qui était passionné par la vie, l'homme, et son histoire, en fait. Et j'oublierai jamais, quand il venait en cours, il venait comme un élève, en fait. Il avait son petit cahier qu'il avait écrit lui-même à la main. Il l'ouvrait, il disait « Ok, aujourd'hui, on est tel jour, d'accord, je vais faire ça. » Il fermait son cahier et il nous racontait une histoire. Alors, passionné, quoi. Il était passionné, il faisait son cours de tête. Bon, après, c'est sûr que nous, on devait écrire. Donc, ça nous arrivait, quand on avait 2 heures, on pouvait écrire jusqu'à 4 pages. Mais on avait l'impression d'être le propre écrivain de notre cours. En fait, la façon que lui le racontait, comme s'il nous racontait une histoire, et nous, on était comme les scribes au temps de l'Égypte antique. On était passionnés, on écoutait et on retranscrivait avec nos mots en soi. Et ça, c'est un petit peu comme ça qu'on voit, je crois, la prise de notes en université, etc. Parce qu'il n'y a pas de cours dictés. Là, il ne dictait pas son cours, en fait. Il racontait son cours et ça nous entraînait à choisir exactement ce qu'on voulait retenir et comment est-ce qu'on voulait le retenir. Oui. Donc forcément, ça aide. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous voulez réagir parce que vous êtes aussi prof d'histoire. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Alors, oui, des enseignants qui ont été passionnés, j'ai eu la chance d'en connaître, d'en rencontrer encore aujourd'hui, mais cette fois non plus en tant qu'élève, mais en tant que collègue. Je suis assez dubitatif sur le fait d'entendre simplement une simple prise de notes longue. Aujourd'hui, moi, ça ne me convient pas. Je n'enseigne pas comme ça. Je considère que découvrir par soi-même, c'est plus valorisant et plus enrichissant. Ça peut être dans ma discipline en histoire et géographie à chercher soi-même une solution ou chercher une solution pour demain. On est sur le secteur, c'est très intéressant parce que entre Beach et le secteur du nord de Haguenau, il y avait une ligne de train qui a fermé. Moi, avec mes élèves, j'apprécie chaque année essayer de réfléchir sur est-ce qu'un projet citoyen où on peut travailler sur la réouverture d'une ligne de train, comment ça peut fonctionner ? Qu'est-ce qui serait innovant pour le futur citoyen que mes élèves sont pour demain ? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter ? Et finalement, c'est eux qui doivent comprendre, chercher, innover par eux-mêmes pour demain. Okay. Il y a un sujet qui était... Pardon. Non, je veux juste rebondir sur ce que disait Alexandre par rapport à cet enseignant et ce qu'on disait aussi au début sur le fait qu'il y a une multitude de pédagogies et pas une... Voilà, nous, on essaie vraiment de placer l'élève au centre des apprentissages, du coup, ça rejoint ce que disait monsieur. Et pour autant, moi, j'avais une enseignante de latin au collège, je m'en souviendrai toute ma vie, et je suis devenue enseignante de lettres classiques pour ça,
parce qu'elle nous racontait des choses. Elle avait l'air de savoir tellement de choses, elle nous racontait des histoires de mythologie. Et des fois, de la transmission comme ça, aussi verticale, c'est juste un cadeau, en fait, aussi qu'on fait. Et voilà, ça me fait des frissons, même. C'est beau aussi, en fait. Comme quoi. Donc, comme quoi, il ne faut pas rester figé sur une chose, sur une pédagogie. C'est chouette de piocher aussi. Et on a tous ce souvenir d'un enseignant passionné qui nous... Voilà. La question du déclic, parce que c'est le sujet finalement qui est abordé. Là, c'est une rencontre avec un professeur, vous aussi. C'est aussi parfois la rencontre avec le monde socio-professionnel, un responsable d'entreprise, une femme ingénieure investie dans le champ du numérique, qui travaille aujourd'hui dans une entreprise du numérique. Ce sont ces rencontres-là aussi qu'il faut proposer à nos jeunes pour faire des déclics. Et pour se dire, ah ben oui, c'est peut-être aussi possible pour moi que de m'engager dans telle ou telle voie. On doit travailler sur l'ambition de nos élèves. Alors on s'y emploie dans notre système éducatif. Là, on lance des opérations sur la découverte des métiers en 5e, très très tôt. Alors c'est pas pour les orienter dès la 5e, c'est pour les sensibiliser à des mondes professionnels, pour leur dire, oui, tout ça est possible pour vous. Attiser des curiosités. Et il faut attiser des curiosités. Donc ça peut être une professeure de latin, ça peut être un professeur d'histoire, ça peut être un chef d'entreprise X ou Y, un responsable d'association. Et ça, il faut le donner à voir à nos élèves, à nos professeurs aussi, aux familles, et y compris par ce biais-là, casser parfois des stéréotypes sur les métiers, parce que les métiers aujourd'hui ont profondément évolué. On est dans une terre ici de vieilles régions industrielles, mais aujourd'hui travailler dans l'industrie, ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait dans l'industrie il y a 40 ou 50 ans en Lorraine. Aujourd'hui, c'est une industrie connectée qui est proposée dans le champ de l'usinage ou dans le champ de la logistique. Donc les métiers sont complètement nouveaux. Il faut pouvoir en tout cas provoquer ces rencontres pour faire rêver nos élèves, susciter des passions ou accompagner des passions. Et ça, c'est notre travail au quotidien. C'est là tout l'objectif de l'école. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que l'école de Jules Ferry, quand on avait besoin d'ouvriers et de soldats, n'est plus d'actualité aujourd'hui, puisque les métiers sont différents aussi. Et à l'avenir, je ne connais plus le nombre, mais il paraît que dans 20 ans, la plupart des métiers ne sont pas encore créés, n'existent pas encore en fait. Donc, alors on s'est un petit peu égaré, mais c'était super intéressant et on a bien fait. Mais je vous propose quand même qu'on voit un reportage qu'on est allé réaliser en fait dans une école Montessori. Et je vous propose de voir comment se déroulent en fait tout simplement les journées. Alors notre journaliste Marie-Morgane Pires s'est rendue à l'école Saint-François d'Assise à Haguenau, où sont accueillis des enfants de 3 à 8 ans. Regardez. Lorsqu'on entre dans cette salle, en apparence, elle ressemble à une classe de maternelle tout à fait habituelle. Du matériel, des jeux, des livres, des accessoires sont disposés aux 4 coins de la pièce, tous accessibles par les enfants. Mais on remarque quelques différences. On voit ces derniers en totale autonomie, chacun affairé à une activité différente. L'un décide de travailler sa géographie, quand sa camarade préfère s'adonner à un exercice d'orthographe. Les éducatrices appliquent ici la méthode de Maria Montessori. C'était une médecin qui a donné son nom à une pédagogie basée notamment sur l'observation des enfants. Et elle a compris que dans une classe, tous les enfants ne sont pas forcément intéressés au même moment par les mêmes activités. Donc on leur propose le libre choix du travail. Ça veut dire que l'enfant choisit librement son activité et peut s'exercer aussi longtemps qu'il le souhaite. Nous, les éducatrices, nous les sollicitons. Quand tu auras fini ton travail, viens, je voudrais te montrer une nouvelle activité. Et en fin de matinée, on termine par un petit regroupement pour chanter, parler d'un thème ou apprendre une poésie. Les après-midi sont plus tournés vers les activités manuelles. On va faire du bricolage, de l'art plastique, de la cuisine, du jardinage. Voilà. Sachant qu'on sort en forêt toutes les semaines, ça c'est aussi un des piliers de la pédagogie et de notre école. Les enfants ont un fort contact avec la nature qui est essentiel de nos jours. Voilà, ils ont besoin d'être reconnectés parce qu'ils vont apprendre beaucoup de choses aussi dans la forêt. Dans la salle d'à côté, on retrouve une classe d'élémentaire avec des élèves âgés de 6 à 9 ans, soit du CP au CE2. La pédagogie reste similaire, mais chaque enfant a cette fois un planning qui les aide à travailler en autonomie avec une liste de tâches à accomplir durant sa journée.
Sont les compétences du socle commun. On respecte le programme de l'éducation nationale, mais on a plus de liberté pour y arriver. Et donc à côté, voilà, ils font de la lecture, de la grammaire, de l'orthographe, des dictées, de l'histoire géo. On apprend l'histoire en ordre chronologique, avec la géographie aussi très concrète, et beaucoup de sorties dans les musées ou dans les fermes, ou simplement découvrir la ville. Enfin, à l'âge de 6-9 ans, ils ont besoin de sortir aussi de leur classe. Cette école a été créée en 2015 à Haguenau pour proposer aux parents une alternative à l'éducation nationale. Après le CE2, les élèves peuvent rejoindre le circuit classique. Alors donc on l'a vu, donc ça c'était une école Montessori. Alors depuis le début je parle de pédagogie nouvelle, mais en fait c'est une pédagogie qui n'est pas du tout nouvelle. Maria Montessori, ça date de 1907 si je ne me trompe pas. Depuis tout ce temps, donc ça fait plus d'un siècle, pourquoi on n'a jamais vraiment essayé de fusionner les deux? Alors il n'y a pas une école Montessori. Oui. Il n'y a pas de label d'ailleurs Montessori. Donc il y a des Montessori, comme on vient de voir dans le reportage, où ma foi ça a l'air de plutôt bien fonctionner et plutôt dans le respect de ce qui a été construit historiquement. Et puis il y a des écoles dites Montessori où en réalité il y a des pratiques pédagogiques qui ne sont pas très bien adaptées. Je pense que c'est quand même important de le dire parce qu'il faut avoir de la vigilance lorsqu'on inscrit son enfant dans une école. C'est important sur la qualité des sur enseignants. La qualité des enseignements, quels sont exactement. Leur cursus, leur CV. Mais c'est pas réglementé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des formations. Non, il n'y a aucune normalisation il n'y a pas de labellisation Montessori. Non, alors pour les enseignants dans les écoles hors contrat, il y a des conditions de diplôme, un niveau d'études, mais après la direction de l'école est libre de recruter qui souhaitent en fait. Voilà. Donc c'est pas forcément des gens qui ont une formation d'enseignant. C'est important de le souligner, même si moi-même je suis dans l'alternative, parce que du coup il peut y avoir des qualités d'enseignement qui sont variables d'une école à l'autre, effectivement. Oui. Même si ça a été validé par l'Éducation nationale pour l'ouverture, donc c'est-à-dire que les conditions de diplôme sont vérifiées. Le directeur a forcément eu 5 ans d'expérience dans l'enseignement, etc. Mais il y a un peu de tout. En fait, on peut trouver des profils très variés. Donc, ça m'est arrivé dans mon poste précédent de recteur de fermer une école dite Montessori. Donc c'est pour ça que il est important d'être vigilant lorsqu'on inscrit son enfant dans une école. Vous vouliez réagir peut-être? Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que pédagogue, Maria Montessori, finalement, tous aujourd'hui peuvent aussi s'en inspirer, qu'on soit dans une école alternative ou dans l'école publique. Oui, on peut s'inspirer de plein de méthodes différentes, en fait, sans forcément porter un nom. Et c'est comme ça qu'on même dans l'école classique, au final, on peut... Le problème un peu, c'est qu'il y a eu un effet de mode Montessori. Alors, je ne sais pas pourquoi Montessori et pas autre chose, en fait. Et voilà, et en fait, Steiner, il y en a des milliers. Ça s'est beaucoup résumé au matériel, et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à acheter du matériel Montessori, alors qu'en fait, c'est toute une philosophie qui sous-tend cet enseignement. Et voilà pourquoi c'est pas Freinet qui est devenu à la mode, par exemple, on ne sait pas. Là, vous voyez, dans le reportage, on voit que les 6-9 ans travaillent avec un plan de travail, en fait. C'est ce qu'on retrouve en pédagogie Freinet. Donc il faut faire attention aussi, parce que c'est pas qu'un effet de mode. C'est-à-dire que si on inscrit son enfant dans une école où on veut des pédagogies alternatives ou Montessori, il faut qu'il y ait une équipe de qualité. Ça ne se résume pas que au matériel, etc. Oui, parce qu'en plus, souvent, c'est cher. Je veux dire, on paye pour ces écoles-là. Malheureusement, en fait, c'est forcément les familles qui financent le fonctionnement de l'école, en fait, puisqu'on ne reçoit pas de subvention. Donc oui, ce qui est un peu un frein à l'égalité des chances aussi, et c'est ce qui me dérange le plus. J'allais vous poser la question. C'est ce qui me dérange le plus dans ce cursus. Moi, je suis sortie du cursus classique parce que c'était pour des raisons notamment personnelles, parce que j'avais l'impression de ne plus pouvoir offrir suffisamment de choses à mes élèves, de ne pas pouvoir exploiter toutes mes capacités non plus. Et voilà, mais ça me gêne le principe d'école privée quand même, sur le principe, parce que je trouve ça beau de pouvoir offrir l'éducation à tout le monde, et tout le monde devrait pouvoir accéder à la même chose. Ce qui serait magnifique, c'est de faire de l'alternative dans le public. Voilà. Oui, parce que là, forcément, ça creuse des fossés sociaux, et c'est pas le but.
Voilà. Donc nous, on a essayé de mettre des tarifs les plus bas possibles en se démenant pour essayer de toucher diverses catégories socio-professionnelles, parce que quand je vois des écoles à des montants exorbitants, et ben on touche qu'une certaine catégorie de la population qui en plus ne cherche pas forcément toujours la bienveillance pour son enfant, mais plutôt le fait que ça devienne l'élite, et ça va à l'encontre, à mon sens, de la pédagogie, des pédagogies alternatives. Voilà. Et il y a une question pardon, vous vouliez... Non, mais c'était juste pour dire que ce qu'on appelle l'école classique, encore une fois, n'est pas uniforme. Et il y a dans l'école de l'éducation nationale une diversité de pratiques pédagogiques, de l'innovation, et donc des formes d'écoles alternatives, y compris dans l'éducation nationale. C'est important de le rappeler. Alors il y a la question de l'égalité des chances, mais ça soulève aussi le souci, je ne sais pas si c'en est un vraiment, mais de la poursuite des études. C'est-à-dire que maintenant, à un moment donné, il faudra quand même se rattacher à un cursus classique, histoire d'avoir un diplôme. Est-ce que maintenant, l'enfant qui a suivi une pédagogie alternative toute sa scolarité va pouvoir prétendre à un diplôme qui lui permettra d'avoir un travail, en fait ? Alors, il y a peu d'études sur le sujet. Forcément, ça n'intéresse pas grand monde et ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Mais c'est intéressant d'avoir des points de vue, comme par exemple Alexandre, des points de vue d'anciens élèves qui sont passés par le cursus alternatif, hors contrat, voir ce qu'ils deviennent après. Il y a un ouvrage qui sera sorti au moment de la diffusion de l'émission, donc avec des témoignages d'enfants qui étaient en école hors contrat. Et c'est pourquoi j'insistais aussi tout à l'heure sur le fait que c'est important que tous les enfants puissent avoir les moyens d'acquérir le socle commun de connaissances et de compétences pour pouvoir réintégrer le public et ensuite avoir aussi cette liberté de qu'est-ce que je veux faire plus tard, je veux préparer tel ou tel diplôme, ok, j'ai les clés en main. Et nous, on essaye, si possible, de leur donner des clés supplémentaires avec de l'autonomie, de la bienveillance, de la confiance en soi. Voilà. Alors au final, ce débat, ce que je peux en retenir, c'est qu'il soulève une question qui est bien plus grande que ça. C'est finalement qu'est-ce que le rôle de l'école ? À quoi ça sert l'école ? Est-ce que c'est juste transmettre des savoirs ? Est-ce que c'est permettre d'être un meilleur citoyen, de se développer personnellement, de pouvoir prétendre à un job qui sera bien payé ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? L'école de la République... elle est là effectivement pour former des futurs citoyens et proposer à travers des enseignements l'acquisition d'abord d'un certain nombre de valeurs socles de manière à assurer une cohésion du pays. Ça, c'est une première chose. Ensuite, forcément, il y a, dans le cadre de l'instruction, il y a un enjeu d'apprentissage de savoirs fondamentaux, parce qu'il est important pour nos futurs adultes qu'il y ait un certain nombre d'acquis de manière à bien maîtriser sa vie, être autonome dans le cadre de sa vie de citoyen. Et puis, il y a des apprentissages qui sont davantage orientés métier, que ce soit au niveau scolaire ou dans le cadre de la poursuite d'études dans le supérieur, de manière aussi à s'engager non seulement dans une démarche d'émancipation des élèves, de développement de l'esprit critique des élèves, mais aussi dans une perspective de recherche d'emploi. Et donc il y a un enjeu là d'adaptation de notre offre de formation, que ce soit dans le second degré ou dans l'enseignement supérieur, de manière à proposer une offre de formation adaptée aux besoins d'un marché de l'emploi qui évolue de façon extrêmement rapide au regard de l'évolution de notre société et du monde socio-économique qui nous entoure. Oui, c'est des objectifs multiples. Monsieur Deroche-Dessury, peut-être que je vais vous donner la parole aussi en tant que professeur. Pour vous, quel est l'objectif, en fait, la finalité de votre métier ? Finalement, alors, je m'inscris totalement dans ce que dit monsieur le recteur, pour la très simple raison que je considère qu'un élève qui obtient son baccalauréat, puisque je forme des élèves jusqu'au bac, devient un citoyen véritablement plein dans ses droits, mais surtout c'est un citoyen avec lequel je considère que je peux vivre. Il peut appartenir dans la même société que moi, il peut être mon futur voisin. Et je trouve que c'est finalement la meilleure réussite que de se dire, à l'obtention du diplôme, je l'ai formé, il a les compétences, il peut vivre en autonomie et il peut habiter à proximité, puisqu'on finalement vient tous du même territoire ici. Et je n'ai aucune honte à dire,
j'ai travaillé à sa formation. Et l'avoir formé, l'avoir accompagné pour finalement dans ces démarches peut-être professionnelles aussi, et les accompagner dans des lieux de stage en France ou même à l'étranger, c'est une grande chance. Et c'est ce qui lui permet, lui, de commencer sa vie avec les meilleures cartes et d'être un vrai citoyen. Un citoyen, oui, mais un citoyen libre, lucide, éclairé et autonome. Oui, Voilà. ça diffère quand même un petit peu les discours, puisque là, vous, c'est plus centré sur le développement de la personne, et pas juste d'un citoyen et un travailleur. Que l'enfant puisse être heureux et développer vraiment ses propres compétences aussi, en fait. Je ne crois pas qu'il y ait de différence. Non, je pense que ça l'épanouissement, on se rejoint pleinement. Les discours se rejoignent, c'est vrai, plus ou moins. Alors, au final, pour conclure cette émission, est-ce qu'on pourrait dire qu'un jour, on arrivera à fusionner et qu'on n'aura plus une école autrement, une école alternative et une école classique? Est-ce qu'on arrivera à intégrer ces méthodes-là dans l'éducation nationale et mettre tous les enfants sur un même niveau? Je pense que la diversité est utile, et y compris au sein même de l'éducation nationale. On n'a pas à normaliser les pratiques pédagogiques, et d'ailleurs on dit souvent que le professeur est maître dans sa classe, et il a le pouvoir effectivement d'enseigner comme il l'entend et de mettre en œuvre des pratiques pédagogiques qu'il estime utiles au regard aussi des élèves qu'il a, qu'on lui confie. Donc, et même un même professeur, d'une année sur l'autre, va devoir aussi adapter ses pratiques parce que les élèves, d'une année sur l'autre, ne sont pas tout à fait les mêmes. Moi, je suis pour la diversité des pratiques pédagogiques et d'abord, bien entendu, au sein de l'éducation nationale. Je suis pour la diversité des pratiques pédagogiques au sein de l'éducation nationale, et y compris en intégrant des innovations qui peuvent historiquement venir effectivement de dispositifs qui ont déjà fait des preuves, mais nous apportons également des innovations que l'on ne retrouve pas forcément dans les écoles dites alternatives. Autrement dit, il y a de l'alternative dans l'éducation nationale sur le développement du numérique, par exemple, où aujourd'hui on propose des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Bon, au final, il y a du bon à prendre dans les deux. L'idée, c'est pas de taper sur les doigts de l'un et de l'autre. C'est plutôt d'essayer de trouver le meilleur modèle. Oui, que chacun puisse trouver quelque chose qui convienne à sa façon de voir l'enseignement, je pense, et notamment en tant que parent aussi, trouver quelque chose qui convienne à son enfant aussi. Très bien. Écoutez, je pense qu'on va conclure sur cette parole. Donc voilà, pour citer le titre d'un livre que je vous conseille de lire sur ce sujet. Donc c'est un livre de Juliette Percher. L'éducation n'est pas une science exacte. Je pense que ça résume bien notre débat du jour. En le lisant, j'ai compris qu'il n'existait pas de modèle miracle. C'est ce que Alexandre, tu disais tout à l'heure. Dans un monde qui se complexifie et dont les enjeux changent à la vitesse de la lumière, c'est ce que vous disiez, Monsieur Lagagné. Il est difficile de fabriquer l'école parfaite. Le débat d'aujourd'hui a en tout cas permis de comprendre qu'il existe des modèles qui font leurs preuves et que peut-être on arrivera un jour à créer une meilleure école pour nos enfants. Merci en tout cas à vous tous d'avoir participé à cette émission. Je vous offre le livre si vous voulez, quelqu'un est intéressé. Très intéressant, j'ai appris énormément de choses. Alexandre, il est tien. Voilà. Merci beaucoup. Et j'espère que tu le liras avec autant d'attention que moi. Merci à tous d'avoir regardé Polygone et à très vite. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Altekeller Sarreguemines.